On a eu le match de l'année la nuit dernière à Oklahoma City pour ce Game 1 entre les Spurs et le Thunder. Mais alors comment Wembanyama et San Antonio ont réussi à gagner ce match 1 et à prendre l'avantage dans la série? C'est ce qu'on va essayer de découvrir en vidéo aujourd'hui avec une analyse tactique jusque dans les dernières secondes du match. Alors on embarque tout de suite et direction le premier quart-temps pour déjà comprendre comment ce match a commencé. Alors, la première chose dans ce match qui choque peut-être, c'est comment Hartenstein a été défendu par Wembanyama et vraiment les problèmes de spacing très rapides qu'ont eu OKC. Regardez, ici Hartenstein est totalement laissé tout seul par Wembanyama et ça coupe vraiment totalement l'action. Vous avez presque une ligne défensive juste ici avec juste Champagny qui protège Lou Dort et encore, il va pouvoir le laisser seul à certains moments. Et du coup, ça casse déjà directement la structure offensive d'OKC. Vous voyez qu'il y a déjà 13 secondes dans la possession, toujours aucun décalage de créer, et on rentre dans un end-off avec Jalen Williams. Mais dès que Jalen Williams reçoit le ballon, qui c'est qu'il y a dans sa ligne de drive? Wembanyama qui ignore totalement Hartenstein ici, et vous avez même Champagny qui vient en aide, qui n'hésite pas à laisser Lou Dort tout seul. Donc direct, on se rend compte qu'on va avoir un gros problème du côté d'Oklahoma City, c'est le spacing et on finit du coup avec un petit push shot qui aurait pu peut-être rentrer par Wembanyama, mais ce n'est pas un tir très efficace, surtout face peut-être au meilleur défenseur et protecteur de cercle de l'histoire, quoi. Donc ensuite on continue avec nos problèmes de spacing. Regardez ici, on a un écran de Lou Dort pour Shai Gilgeous-Alexander et on essaye d'obtenir un drive pour SGA. Mais regardez, vous avez Devin Vassell qui n'hésite pas à venir et à laisser Holmgren tout seul le temps d'un instant. Vous avez Castle qui est aussi présent dans la ligne de drive. Sachant qu'aussi, au cercle, vous avez Wembanyama qui vous attend. Perte de balle et contre-attaque directement pour les Spurs. Vraiment, il y a eu des gros problèmes de spacing du côté d'OKC. Et en plus, le rebond offensif, on va voir que sur la bataille des possessions, a été assez important pour nos amis les Spurs. Donc, ça a forcé des tirs assez compliqués et vraiment le début de match pour OKC, il n'y a pas grand-chose qui est rentré et il a fallu un petit peu un sauveur pour laisser rentrer OKC dans le match et ce sauveur, c'est Alex Caruso. En fait, Alex Caruso a peut-être fait le meilleur match de sa carrière rien qu'en attaque, mais il a aussi été hyper important en défense. En fait, ce qui s'est passé avec Caruso, à la différence d'Hartenstein, c'est qu'il a rentré ses tirs. Parce qu'il est défendu de la même manière qu'était défendu Hartenstein, c'est-à-dire qu'on le laisse tout seul à 3 points, sauf que Caruso shoot un peu mieux à 3 points, et aussi il peut potentiellement attaquer Wembanyama quand il fait des close-out de mauvaise qualité. Et ici Wembanyama vient un peu gêner le tir de Caruso, mais il donne ses appuis, vous voyez que son talon est coincé un petit peu dans le parquet, son appui n'est pas du tout bon, et du coup Caruso arrive à aller dans le dos de Wembanyama juste le temps d'une seconde pour se créer un tir au cercle. Et c'est là où Caruso est plus difficile à défendre. Et en plus de ça, Caruso apporte de bonnes solutions en défense. En fait, vous avez remarqué dans la série contre Minnesota, ce que les Spurs ont réussi à faire, c'est attaquer le small ball en donnant le ballon à Wembanyama quand il était défendu par un petit. Mais Caruso a fait un très bon travail pour empêcher Wembanyama de toucher le ballon avant même la réception du ballon. Et du coup, c'est là où il a été très important Caruso. Et je pense qu'en fait, sans Caruso, il n'y a potentiellement même pas match. Parce que c'est lui qui rentre les tirs alors qu'il est laissé tout seul à 3 points. Et c'est aussi lui qui commence à gêner Wembanyama avec son centre de gravité très bas et sa capacité à faire des pertes de balles et à défendre sur plus grand que lui. Autre solution qu'on a trouvée, c'est de faire rentrer AJ Mitchell et Jared McCain. En fait, ça va apporter un certain spacing et du coup, ça va donner plus d'espace, par exemple ici, à Jalen Williams pour attaquer sur le pick and roll. Et puis aussi, la différence sur cette action, c'est que c'est Luke Kornet qui est sur le terrain et pas Wembanyama. Mais c'est vrai que l'entrée de AJ Mitchell est assez importante comme celle de Jared McCain, mais des deux côtés du terrain. Parce qu'une fois que AJ Mitchell et Jared McCain sont sur le terrain, ils apportent du spacing en attaque pour OKC, mais ils vont aussi apporter potentiellement des cibles. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces joueurs-là, il y a un meilleur spacing pour OKC, mais potentiellement, il va y avoir une moins bonne défense. Et quand on sait à quel point est important la défense pour OKC, c'est un peu là que va se trouver l'équilibre finalement de la série. C'est à quel point OKC va faire jouer des joueurs moins bons potentiellement en défense, mais qui vont permettre d'apporter du spacing. Les Spurs en attaque ont un petit peu joué ce play call aussi avec deux écrans
dont un pour Wembanyama et un de Juan Champagny. En fait, le but, c'est d'impliquer Chet Holmgren et Caruso directement sur l'action. Donc vous avez les deux écrans et ça va permettre en fait d'avoir beaucoup de gravité sur le ballon et de libérer Wembanyama sur la coupe au cercle. Mais ici, bonne lecture de SGA qui est présent, mais aussi potentiellement une passe qui est un peu compliquée à attraper pour Wembanyama. Et en fait, ils l'ont rejoué tout de suite après. Vous voyez, on a encore Wembanyama, cette fois c'est Keldon Johnson, mais qui est défendu par Chet Holmgren, pour vraiment appliquer les deux sur le ballon et essayer justement de les attirer et de libérer Wembanyama. Et en fait, comme la pression est mise sur le ballon, ça peut laisser un peu des espaces et ça va attirer aussi potentiellement de la gravité de Wembanyama et des joueurs dans les corners. Et ça permet d'avoir ce tir à 3 points là ouvert pour Keldon Johnson. Donc voilà, l'idée c'est un peu d'arriver à contourner cette très bonne défense d'OKC. Et après, quand OKC joue avec, comme ici, AJ Mitchell, on va attaquer directement les cibles. Vous voyez, Dylan Harper il vient poser un écran pour Stephen Castle. Comme ça, le mismatch est obtenu sur AJ Mitchell et il peut obtenir un tir de meilleure qualité en allant au cercle. Nouvel exemple ici, on a encore Dylan Harper qui est défendu par AJ Mitchell et du coup c'est lui qui vient poser l'écran et c'est le premier domino qui permet justement encore un drive de Stephen Castle. Donc les mismatchs peuvent être problématiques pour OKC. En fait, d'avoir McCain et AJ Mitchell, tout ce que ça t'apporte en attaque, ça peut potentiellement te le retirer en défense. Et si vous appréciez ce genre de vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire parce qu'on est bientôt 9000 sur le Dreamcast Show. Alors, la bataille des possessions. C'est vrai qu'on en a parlé dans la preview et c'est vraiment très important. Et si on a eu un match aussi serré cette nuit, c'est peut-être parce qu'en fait la bataille des possessions a été elle aussi très serrée. On a eu une bataille des possessions qui était très serrée. Du coup, en fait, 9 rebonds offensifs seulement pour OKC, mais ils n'ont perdu que 14 ballons. Là où du coup les Spurs ont réussi à dominer au rebond offensif avec 15 rebonds offensifs, notamment par Wembanyama, mais ils ont perdu 21 ballons. Et à la fin, les deux équipes ont pris le même nombre de tirs quand on comptabilise et les lancers francs et les tirs pris sur le terrain. Donc en fait, on a eu un match très serré au niveau de la bataille des possessions qui a été gagné de manière différente. Mais du coup, ça explique aussi peut-être pourquoi on a eu un match aussi serré lors de ce Game 1. Alors, la gravité un petit peu des deux stars, c'est ça qui a aussi pas mal joué, notamment au niveau du troisième quart-temps. En fait, SGA a été défendu parfois à 2. En fait, le but était de faire sortir le ballon des mains de SGA. Et ça, c'est une gravité sur laquelle OKC va devoir mieux jouer parce qu'il y a des moments, en fait, ils ont été trop statiques quand OKC venait mettre une grosse pression justement sur le porteur de balle. Et en fait, il faut qu'ils arrivent à libérer les autres joueurs et à utiliser finalement la gravité de SGA plus comme un moyen d'obtenir des espaces que ralentir le jeu. Donc comment libérer SGA et comment aussi en profiter pour libérer les autres joueurs, ça va être toute la question. Par exemple, sur cette fin de possession, il se retrouve dans le corner et c'est vrai que ça pourrait être peut-être intéressant de le faire plus souvent, commencer les possessions justement dans un corner pour essayer de créer un peu plus d'espace et de décalage. Parce que regardez ici, ils n'hésitent pas à venir à plusieurs défendre sur lui. Vous avez vraiment un triangle en fait de protection presque de drive. Vous avez Vassell sur la main droite, Castle sur la main gauche, Carter Bryant qui défend sur lui. Et au final, derrière, vous avez presque que 2 joueurs des Spurs qui couvrent 4 autres joueurs d'OKC qui sont sur le terrain. C'est beaucoup plus facile finalement d'avoir cette structure défensive pour les Spurs quand SGA a le ballon parce qu'ils savent exactement d'où finalement le danger va venir et ça leur permet de s'adapter assez facilement. C'est là où, encore une fois, AJ Mitchell et Jared McCain sont très importants. Parce qu'avoir AJ Mitchell et Jared McCain, ça permet d'avoir d'autres porteurs de balles et d'offrir d'autres solutions au OKC. Alors, c'est des porteurs de balles parfois un peu moins solides, qui perdent un peu plus de ballons, là où SGA est un joueur très propre qui perd très peu de ballons. Donc, il va falloir trouver des moyens de libérer AJ Mitchell pour profiter un peu plus de leur gravité, là où les Spurs ont été très bons pour profiter notamment de la gravité de Wembanyama. Vous voyez ici, à la réception du ballon, vous avez vraiment une grosse densité de la défense d'OKC sur Wembanyama et du coup ça libère beaucoup plus de lignes de drive. Et finalement, on voit qu'il y a moins de pression et il y a moins de solidité défensive ici sur cette action de la part d'OKC. En fait, on se pose même la question, est-ce que les Spurs n'ont pas un bien meilleur spacing qu'OKC? Parce que ici, SGA est obligé de respecter Vassell à 3 points, mais peut-être que
Chet Holmgren devrait être plus agressif et de venir dans cette ligne du terrain parce qu'au moment du drive de Champagny, il n'y a aucune protection de cercle. Ça, c'est aussi permis du coup par la gravité de Wembanyama. Regardez ici, la défense est vraiment concentrée encore une fois sur Wembanyama et ça va libérer des espaces. Parce qu'ils ont vraiment peur finalement d'avoir ces lignes de drive qui lui sont ouvertes. Et ici, SGA est plus concentré sur le ballon et va oublier Carter Bryant qui coupe dans son dos. Et ensuite, très bonne lecture de Carter Bryant qui voit que la défense est en train de finalement de se contracter autour de lui. Et plutôt que de prendre un tir compliqué au cercle, il envoie le ballon à 3 points pour un tir ouvert. Nouvel exemple de gravité de Wembanyama, ici sur le pick and roll. Vous voyez, on a vraiment 5 joueurs qui se concentrent potentiellement sur Wembanyama et sur Stephen Castle qui a le ballon et qui pourrait être une menace au drive. Et qu'est-ce que ça va générer ? Ça génère un tir ouvert dans le corner opposé. Très bonne passe de Stephen Castle, mais encore une fois, ça montre que les Spurs avaient peut-être un peu plus de solutions pour arriver à battre la défense. Et puis, on a eu une fin de match absolument incroyable. On va directement dans les 5 dernières minutes pour essayer de comprendre un petit peu comment ça s'est passé. Et on retrouve notamment notre duel Caruso-Wembanyama. Vraiment, c'est un peu le duel du match. Sur le début de l'action, les Spurs essayent de libérer Wembanyama de Caruso, mais ils n'y arrivent pas. Du coup, on se retrouve avec cette situation de 1 contre 1. Mais le problème, c'est que Caruso est un peu petit et Chet Holmgren vient aider, ce qui permet de libérer une passe pour Dylan Harper et il arrive à aller jusqu'au cercle. C'est là en fait le problème d'un joueur comme Caruso face à Wembanyama, c'est qu'il va quand même lui rendre de la taille et même si c'est un joueur qui arrive à défendre plus grand que lui et qui est toujours bon sur les aides et arriver à justement l'empêcher d'avoir parfois le ballon, avoir Chet Holmgren face à Wembanyama, c'est peut-être l'autre bonne solution parce qu'il va réussir mieux à gêner ses tirs et justement ses tentatives au cercle. Et c'est là un peu le dilemme que va avoir OKC, c'est est-ce qu'on fait plutôt jouer Caruso ou Chet Holmgren sur lui ? En défense, les Spurs ont fait un petit peu des erreurs, ça montre aussi les signes de fatigue, comme sur cette action où Wembanyama couvre d'abord le drive de Jalen Williams et vient parler à Dylan Harper pour lui dire de prendre le marquage de Jalen Williams pendant que lui reste en protection de cercle. Le problème, c'est que le basket, ça va vite et que pendant que Wembanyama parle à Jalen Williams, OKC est déjà rentré dans une nouvelle action, très bonne lecture de SGA qui passe la balle à Caruso et c'est un nouveau tir au cercle. C'est là où en fait c'est très difficile et il faut avoir un niveau de concentration très élevé face à cette équipe d'OKC. Encore un exemple du bon spacing finalement du côté des Spurs parce qu'on a vraiment la défense encore une fois qui se contracte autour de Wembanyama sauf qu'on a mis 2 bons shooters sur le côté faible. Et quand la première rotation est faite sur Champagny, il reste encore Devin Vassell qui est dans le corner pendant que Chet Holmgren, lui, hésitait entre protéger Jalen Williams face à Wembanyama et il doit aussi couvrir le joueur dans le corner. Et ça, cette question de qui on met dans les corners des deux côtés du terrain, les Spurs ont un peu plus trouvé des solutions qu'OKC qui a eu un peu plus de mal à faire sortir Wembanyama. Ici, SGA arrive bien à attaquer Wembanyama justement en attaquant son centre de gravité qui est haut sur ce drive. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les équipes parfois oublient un peu de faire ou n'osent pas faire, c'est attaquer Wembanyama de manière plus frontale parce que une fois qu'il l'a attaqué sur son centre de gravité qui est assez haut, vous voyez qu'il y a un décalage qui est créé et au moment du contest de Wembanyama, il est déjà un petit peu en retard par rapport au shoot de SGA. Donc ça peut être une solution pour attaquer Wembanyama, l'attaquer peut-être un peu plus frontalement dans ses hanches pour attaquer son centre de gravité qui est parfois trop haut et qui manque justement un petit peu d'adaptabilité. Encore un exemple du bon choix de joueur dans les corners ici pour les Spurs qui arrivent à garder Champagny tout le long de la possession dans le corner. Et ça, c'est un contest peut-être un peu tardif de Chet Holmgren qui protégeait le cercle. Un tir au buzzer, c'est aussi ça parfois la variance à 3 points. Même si sur le match, OKC a mieux shooté à 3 points, ce qui montre qu'il y a eu quand même de la réussite, surtout du côté de Caruso. Là, on arrive dans les dernières secondes et du coup, on va jouer une situation de post-up pour Wembanyama. Alors, peut-être pas la meilleure solution, mais c'est aussi ça parfois la réussite et les grands joueurs. C'est parfois mieux de jouer une isolation en fin de match pour éviter de perdre la balle et donner un peu plus sa chance à la réussite. Wembanyama garde le ballon le plus tard possible et il arrive avec ses grands appuis à s'offrir une situation de tir proche du cercle, mais vous voyez au moment du tir, il y a quand même Jalen Williams qui est sur lui et vous avez Chet Holmgren en second rideau.
ça rentre, mais ça reste un tir très compliqué. Là où de l'autre côté, pour égaliser, OKC va jouer une situation assez intéressante où ils vont faire un double Iverson screen. Donc vous avez Jalen Williams qui vient dans un premier temps de ce côté-là, et c'est ensuite SGA qui passe de l'autre côté. Et vous allez dire, mais pourquoi Wembanyama protège autant Chet Holmgren à 3 points? C'est parce qu'il n'y a que 2 points d'écart. Donc à ce moment-là, la protection de cercle finalement de Wembanyama devient une vraie problématique parce que faire entre protéger le cercle et retirer le tir au cercle, mais ouvrir potentiellement un tir à 3 points. C'est-à-dire que tu t'offres une chance de le gagner, mais si tu viens en aide, tu t'offres aussi une possibilité de le perdre si le tir à 3 points rentre. Et puis ensuite, la dernière possession a été plutôt bien défendue du côté d'OKC, et on part donc en prolongation. Alors dans cette prolongation, on a trouvé déjà le play qu'on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire un premier écran de Champagny ici et un deuxième écran qui va arriver de la part de Wembanyama pour libérer potentiellement le porteur de balle. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils l'ont fait d'une manière plus lente et ce qui permet finalement d'avoir plus de décalage créé. Ici sur le deuxième écran, Jalen Williams et Caruso restent vraiment concentrés sur Wembanyama. On a encore une fois la gravité. Et comme le premier écran a été posé par Champagny qui est défendu par Chet Holmgren, eh bien on n'a plus personne pour défendre le cercle à part SGA qui se fait dunker dessus. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir une bonne géométrie du terrain. La bonne géométrie du terrain, elle est permise du fait d'avoir justement ce premier écran qui attire Chet Holmgren loin de sa zone préférentielle et peut-être que les Spurs et OKC vont devoir un petit peu s'ajuster sur qui défend qui, notamment au niveau de la pose d'écran. Là, il aurait peut-être fallu que ce soit AJ Mitchell qui vienne défendre l'écran ou SGA avec du pré-switch potentiellement. Donc ça sera quelque chose peut-être à corriger parce qu'avec Chet Holmgren ici, Caruso de ce côté-là du terrain qui défend sur Wembanyama, il y a beaucoup moins de protection de cercle une fois arrivé sur le moment du drive et ça peut être assez gênant pour la défense d'OKC. On a eu vraiment une grosse intensité défensive avec des pertes de balles mais aussi des défenses de transition très impressionnantes comme ici Champagny qui arrive tout simplement à stopper la contre-attaque tout seul par lui-même et à obtenir un stop alors qu'il était tout seul en défense. En prolongation aussi, la bataille des possessions est toujours aussi importante et ça joue énormément quand Wembanyama est défendu par plus petit que lui parce qu'il a réussi à prendre beaucoup de rebonds offensifs, 9 sur le match. Mais encore une fois, OKC a été sauvé par Alex Caruso alors qu'il perdait 4 points dans la prolongation. Caruso a recommencé à mettre des 3 points, il a vraiment dominé sur le match avec 30 points marqués et des deux côtés du terrain, ici avec l'interception qui permet la contre-attaque et au final, en quelques secondes grâce à Caruso, OKC avait retourné la situation et pris l'avantage dans la prolongation. À ce moment-là, OKC a 1 point d'avance et Wembanyama défend sur Chet Holmgren qui est dans le corner opposé. Donc la protection de cercle est assez faible à ce moment-là. On a un bon écran de Jalen Williams qui arrive à bien créer le décalage. Le switch est opéré sur Devin Vassell et SGA va jusqu'au cercle. OKC avait à ce moment-là 3 points d'avance avec moins d'une minute à jouer. Mais c'est à ce moment-là que Wembanyama s'est transformé en Stephen Curry pour le 3 points et revenir à égalité à 26 secondes de la fin de la première prolongation. On part donc en overtime une deuxième fois. Et pour commencer l'overtime, c'est peut-être un des plays qui m'a le plus impressionné. C'est au moment où la défense commence à être un peu fatiguée, on a Cason Wallace qui défend sur Wembanyama, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais ça apporte un bon spacing. Il mord un petit peu sur la fin du 3 points de Wembanyama, et là Wembanyama pose un seul dribble, un pas, et il arrive à aller jusqu'au cercle. Bon alors, est-ce qu'il a marché, est-ce qu'il n'a pas marché, je sais pas. On a quand même un joueur qui, en posant un seul dribble derrière la ligne à 3 points, arrive à se projeter jusqu'au cercle dès que la défense s'endort un peu. Et c'est là où c'est très important de rester concentré tout le long du match. On a vu qu'aussi Wembanyama parfois a fait des erreurs défensives, mais OKC en a fait aussi. Et c'est vrai que d'avoir Wembanyama en protection de cercle et en rebond, ça a beaucoup aidé, surtout quand la défense a commencé à avoir du mal à revenir en transition. Ici, il obtient encore 2 lancers francs. Du côté de la défense des Spurs, on continue le schéma habituel, on essaye de faire sortir le ballon des mains le plus possible de SGA. Et sur ce coup-ci, ça a bien marché parce que c'est Cason Wallace qui avait été laissé tout seul. Encore une fois, l'équilibre de est-ce qu'on laisse des tireurs sur le terrain ou des bons défenseurs, il va falloir faire un choix, parfois difficile à trouver.
Celui qui a été bluffant aussi sur la prolongation, ça a été Dylan Harper. Ici, le pick and roll ne crée aucun décalage, mais il a un temps d'avance au moment où il reçoit le ballon. Par contre, sur la défense en aide de SGA, il y a une petite feinte et il arrive à aller jusqu'au drive pour provoquer le N1. Et juste après avoir marqué, il va encore faire une action très solide. Ici, SGA, encore une fois, a le ballon. Donc, il vient directement en aide et remarque que Chet Holmgren passe derrière lui sur la ligne de passe. Il sait que SGA va potentiellement vouloir lâcher la balle parce qu'il va être pris à deux. Et il arrive au dernier moment, au lieu de rester directement entre la ligne de passe et la ligne de drive, à se jeter et attraper le ballon d'une main avec son énorme envergure. Donc très bonne lecture du rookie. Encore une très bonne lecture de Dylan Harper. Ici, il reçoit le ballon plutôt poste haut. Et ce que va encore essayer de faire justement du côté des Spurs, c'est de profiter de la petite taille de Caruso. Caruso qui vient plutôt se mettre en front pour éviter que le ballon puisse atteindre Wembanyama en se mettant devant lui. Le problème, c'est que même s'il est devant lui, il est parfois pas assez grand. Situation très importante, -4 pour OKC et le ballon dans leurs mains. On a du coup Champagny qui est switché sur SGA, mais Wembanyama est présent du bon côté de la bonne ligne de drive. Donc il est sur la main droite de SGA et il défend Caruso qui ne va pas respecter à 3 points. On a quand même SGA qui tente d'aller jusqu'au drive, mais qui préfère passer à Caruso. Et cette fois, le close-out de Wembanyama est très bon. Il donne pas ses appuis, du coup Caruso va réussir à le prendre de vitesse, mais il reste quand même présent derrière lui. Ça aurait pu être mieux de Wembanyama qui aurait pu rester encore plus solide sur ses appuis, mais il a progressé au fur et à mesure du match à comment appréhender Caruso, et il vient contester le lay-up par derrière, et ensuite énorme contre de Devin Vassell et Jalen Williams qui manque le lay-up. Et voilà, ça fait +4, on a une bonne situation du côté des Spurs, et on a encore Wembanyama qui est défendu par Caruso. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va essayer de faire jouer la taille de Wembanyama, et c'est un alley-oop pour prendre 6 points d'avance avec 22 secondes à jouer. Ce sera le game winner pour les Spurs qui remportent ce game 1. Dernière action du côté d'OKC, mais qui n'arrivera même pas à aller jusqu'au cercle avec ce contre énorme de Wembanyama qui peut célébrer avec ses coéquipiers. Ils ont remporté le premier match contre le champion en titre, contre le MVP. Un match qui a été très serré. OKC a une bonne réussite à 3 points. Les Spurs ont perdu beaucoup de ballons. Donc on peut se poser la question, est-ce que les Spurs ont peut-être pas encore de la marge ? D'un autre côté, on sait aussi qu'OKC est très bon pour faire des ajustements, donc ils vont forcément s'ajuster au fur et à mesure de la série. Donc voilà, on a déjà hâte du Game 2. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo potentiellement sur le Game 1 entre les Knicks et les Cavaliers.